Bonsoir Kevin, je suis Bonsoir heureux de Bertrand. te revoir. Tu viens régulièrement nous présenter certains de tes livres, pas tous, mais tu en écris beaucoup. Tu reviens ce soir pour nous parler d'un nouveau livre qui s'appelle Mon antiracisme. Je vais te laisser le soin de le présenter et ensuite, si tu le veux bien, tu répondras à nos questions. Tu as la parole. Alors, ce livre qui, en fait, s'il y a l'utilisation d'un pronom dans le titre, c'est parce que c'est le plus personnel, hein. Vraiment, je parle de moi. En fait, j'ai essayé d'écrire un livre où j'alternais entre récits personnels, entre vécu, sentiments et pensée théorique. Donc, à essayer de faire des allers-retours, ce qui en fait ressemble plutôt à ma démarche réelle, c'est-à-dire que quand j'écris un livre ou un article, en général, je suis dans le pur théorique où je vais aller dans le pur factuel, mais je vais peu parler de ce que je ressens. Pourtant, en fait, si quand j'ai construit ma pensée, et je pense qu'en réalité, tout le monde est un peu comme ça, ma pensée, au début, elle est située, c'est-à-dire qu'elle c'est celle de quelqu'un qui vient, qui a un certain genre, qui est né à une certaine période, on va dire, à une certaine période de l'histoire de l'humanité, donc la fin des années 80 pour moi. Dans un certain endroit. Donc j'ai grandi j'ai grandi en banlieue, d'abord en Seine-et-Marne. En fait, petit, j'ai fait des retours entre la Seine-et-Marne, la Martinique, où est originaire ma mère, la Guadeloupe, où est originaire mon père, avant de m'établir définitivement en Seine-et-Marne, enfin définitivement jusqu'à mes 12 ans, avant de ensuite déménager dans le Val d'Oise, puis en Guyane, où j'ai fait 2 ans, et de revenir en Seine-Saint-Denis après le bac, il y a 17 ans. Donc déjà, tous ces voyages, en fait, ces déménagements ont forgé une certaine personnalité, une certaine vision du monde, celle de quelqu'un qui a grandi en banlieue, en cité, mais qui a aussi vécu un peu dans les dômes, donc qui a pu voir d'autres choses. C'est aussi celle de quelqu'un qui a fait des études supérieures à Paris, et voilà, et c'est la pensée de quelqu'un qui a connu, après ses études, des années de précarité, puis qui est entré, et qui a réussi à entrer quand même, malgré tout, dans le monde du travail, dans le monde du journalisme. Donc tout ça, à la fois donc la personne, la géographie, la classe, et puis les différentes expériences vécues, selon moi, forgent en fait une personnalité, une réflexion. Et après, j'ai essayé de mieux comprendre ce que je ressentais, ce que j'avais pu vivre, subir, constater dans les livres. Et en fait, c'est comme ça qu'est née ma pensée. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu un peu restituer ça dans mon livre. Donc, dans ce livre, j'explique que si je m'intéresse au racisme, c'est aussi parce que j'ai connu l'expérience du racisme très jeune, hein. Je raconte une anecdote qui m'a particulièrement marqué. On doit être en mai 98, donc un tout petit peu avant la Coupe du Monde, qui a permis de célébrer la France Black Blanc Beurre. Je suis à Meaux, je rentre de l'école avec un de mes meilleurs amis qui est mon voisin, que je connais très bien, qui porte le même prénom que moi, Kevin, donc qui est le fils d'une Algérienne et d'un Espagnol. Sur le chemin, comme d'habitude, on joue au foot, on se fait des passes, et je ne sais pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi la discussion dérape. On commence à s'engueuler, et puis il me dit, ma race est supérieure à la tienne. Bagarre, bon, il était petit de taille pour son âge, j'étais bien plus grand. Il rentre chez lui couvert de bleu, je rentre chez moi énervé, j'en parle à ma mère. Ma mère s'énerve, elle descend de 2 étages, va voir la sienne. La sienne est confuse, lui demande de s'excuser, se confond d'excuses en disant il n'a pas entendu ça chez nous, etc. Mais voilà, le mal est fait, j'ai entendu pour la première fois de ma vie ça. Ensuite, mon expérience du racisme, c'est aussi plusieurs contrôles d'identité, que j'ai pu subir entre mes 16 ans et pour la plupart mes 22, 23 ans. Euh, J'explique notamment que ceci recule en fait, quand j'entre dans la vie active et que j'adopte d'autres comportements sociaux. Voilà, je ne m'habille plus comme avant en baggy extra large, en jogging, ou en tout cas je le fais, mais le week-end aux alentours de chez moi, et beaucoup moins quand je sors. Voilà, les casquettes, les dourags, etc., etc. Même si ça ne s'arrête pas totalement. Et puis, cette expérience du racisme, c'est aussi une expérience qui m'est arrivée en 2007, où j'allais à Boulogne-Billancourt chez un de mes meilleurs amis, qui en fait était un ami de lycée. On était au lycée ensemble en Guyane, on est arrivés tous les deux pour faire nos études, lui à Boulogne. Donc moi j'étais à ce moment-là, déjà j'étais à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis avant de déménager derrière.
Je vais à Boulogne, je suis dans la ligne 10, je me retrouve un moment dans le wagon seul avec 4 jeunes blancs qui me prennent à partie, me font des grimaces, me traitent de singe, me demandent pourquoi tu rigoles pas, etc. Je me défais pas, je les regarde dans les yeux, je refuse de baisser les yeux, etc. Finalement, ils font rien, ils me tapent pas, ils descendent gentiment un arrêt avant moi, et voilà. Ça sont des expériences, mais dans ma vie, j'ai aussi constaté d'autres choses. Avec le temps, avec les études, etc., j'ai pu constater que mon vécu, finalement, pouvait ressembler à la fois au vécu de d'autres noirs ou arabes de banlieue, mais aussi de blancs de banlieue. Ça, en fait, je m'en étais rendu compte plus tôt, mais même de blancs qui ont grandi dans la France périphérique. Alors, peut-être pas les contrôles aux faciès ou autres, mais cette impression de ne pas être dans ce monde à la Sorbonne, cette impression cette difficulté à ensuite à s'insérer dans la vie professionnelle quand on n'a pas les bons contacts, les bons codes, etc. Puis j'ai aussi pu voir que des gens, des jeunes issus de minorités, noirs ou arabes, mais de familles un peu plus aisées, n'avaient pas forcément ces problèmes-là non plus. Donc ça m'a permis de relativiser, de comprendre un peu plus l'importance de la classe sociale dans le vécu, dans la formation des inégalités. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai voulu aussi revenir un peu sur ma vie pour expliquer tout ça. Donc maintenant, j'en arrive à mon antiracisme, quel est-il? Grosso modo, aujourd'hui, le débat aujourd'hui est structuré par deux grands courants sur la question de l'antiracisme. Le premier, a été désigné comme l'antiracisme moral par ses rivaux, dont je parlerai plus tard, et que moi j'appelle libéral, c'est celui qui naît en 84 avec SOS Racisme. Pour refaire un peu l'histoire, un peu avant, on a la marche pour l'égalité et la dignité, donc de jeunes, pour la plupart issus de l'immigration maghrébine, mais de deuxième génération, donc à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, qui marchent jusqu'à Paris pour réclamer l'égalité des droits. Cette marche a été ensuite rebaptisée la marche des beurs, et en 84, un an après la parenthèse libérale ouverte par François Mitterrand, le SOS Racisme est créé en fait comme satellite du PS. À ce moment-là, en fait, le PS quitte un peu, on va dire, la matrice de la lutte des classes et de l'anticapitalisme. Je rappelle que dans les années 70, Mitterrand disait qu'on pouvait avoir sa carte au Parti socialiste sans être anticapitaliste, et pour se réfugier vers les luttes un peu plus sociétales. L'antiracisme en faisant partie. La montée du FN, en plus, donne un autre corps à cette lutte, puisque, comme a pu le dire BHL, le seul combat de notre époque est celui du fascisme contre l'antifascisme. Donc ça permet donc d'incarner le camp du bien en défendant les immigrés, etc., contre un parti qui rejette violemment l'immigration dans les années 80 avec les outrances de son président Jean-Marie Le Pen qu'on n'a pas oublié aujourd'hui. Donc c'est ça. Pourquoi je dis que cet antiracisme est libéral? En gros, bien qu'il soit universaliste, sa matrice est quand même celui de la défense du droit aux différences. Mais c'est surtout en fait qu'il a un projet politique, contrairement à ce que dit l'autre antiracisme, sur lequel je viendrai plus tard. Et ce projet, en fait, c'est celui de la lutte contre les discriminations pour mieux insérer les minorités dans le capitalisme. En gros, c'est peut-être pas imaginé dès le début comme ça, c'est peut-être pas conceptualisé comme ça, mais finalement, leur projet, c'est un capitalisme qui fonctionnerait mieux parce que, en fait, grosso modo, les discriminations créent une sorte de perte de potentialité, on va dire, pour le capitalisme. Le fait qu'avec les discriminations, on ne tire pas le meilleur parti des potentialités de chaque travailleur. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est l'une des raisons qui font que une grande partie des milieux d'affaires, en fait, dans les années 80, en Afrique du Sud, se mettent à s'opposer à l'apartheid parce qu'ils comprennent en fait que l'apartheid est un gâchis économique pour eux. Donc, cet antiracisme a cette matrice en fait d'insertion des jeunes issus des minorités au capitalisme, se déploie sur un mode très festif. Hein, c'est le slogan "Touche pas mon pote", c'est la fête à la Concorde qu'on a pu appeler la fête des potes, où plusieurs chanteurs, personnes du théâtre, du spectacle interviennent, les Bedos, Coluche, etc. Et en fait, cet antiracisme a longtemps dominé. Depuis, il est challengé, on va dire, par un rival depuis une dizaine d'années, en fait une vingtaine d'années,
mais c'est depuis une dizaine d'années qu'il apparaît vraiment, qu'il monte vraiment en puissance dans le débat public, grâce à un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, de Doria Boutelja. Cet antiraciste, c'est celui qui s'est dit politique, que j'appelle identitaire. Pourquoi identitaire? Parce qu'il refuse l'universalisme, et grosso modo, il s'appuie sur 3 courants. On va dire une partie des études postcoloniales, pas toutes. La théorie critique de la race, qui est un mouvement universitaire états-unien, et le mouvement décolonial, qui pour moi est le plus important des 3, et c'est pour ça que je sous-titre mon livre dessus, parce que pour moi c'est celui qui est vraiment le plus fort, le plus dynamique parmi eux, même le plus intéressant d'ailleurs intellectuellement. C'est celui auquel appartient Oria Boutelja, le mouvement des indigènes de la République, l'association Décolonisons les arts, où on trouve une figure comme Françoise Vergès. Et on va dire que cet antiracisme que j'ai nommé identitaire, il a quelques caractéristiques, donc le rejet de l'universalisme, l'utilisation du concept de race. Alors ils disent que ce n'est pas la race biologique, mais sociale, c'est-à-dire une représentation sociale de la race, mais de fait ils utilisent ce concept, et pour moi ça pose plein de problèmes qu'ils refusent d'admettre. Une défense, on va dire, d'une forme d'essentialisme stratégique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont essentialiser les cultures des minorités dominées, ils vont les essentialiser de manière positive contre le racisme. Et la dernière idée qui est très importante, c'est que pour eux, le racisme n'est que structurel ou que systémique. Il n'existe pas réellement de racisme individuel, c'est pour ça qu'ils vont rejeter des choses comme le racisme anti-blanc, ou qu'ils ne prennent pas en compte le racisme entre minorités, par exemple entre maghrébins et noirs. Le racisme n'est que systémique, et donc pour sortir du racisme, il faut sortir de ce système raciste qu'ils appellent le système de la blanchité. Pour moi, il pose plusieurs problèmes, notamment une analyse du capitalisme qui me paraît relativement faible. En fait, je dirais que j'ai 3 grandes formes d'opposition à cet antiracisme. D'abord, je pense qu'ils ont tendance à mettre de côté, ou au moins à sous-estimer la question de la classe sociale, de la lutte des classes, et donc l'importance de la classe sociale dans la formation des inégalités. Il y a le rejet de l'universalisme qui pour moi est une erreur. En fait, l'idée effectivement qu'il n'existe de racisme que systémique, je pense qu'il existe du racisme individuel, et qu'il est à prendre en compte, notamment le racisme qui peut toucher certains blancs, notamment dans les banlieues, ce racisme ne va pas se manifester par des discriminations, des difficultés pour obtenir un logement, un emploi, etc., mais qui peut qui peut déboucher sur des formes de violence, d'insultes, etc., et qui peut peser réellement sur le quotidien de personnes qui en sont victimes, quand à l'école tous les jours c'est du sale jambon beurre, sale français, etc., et qu'un certain antiracisme, une certaine gauche est incapable de prendre ça en compte. On ne peut pas s'étonner en fait que ces gens-là vont se tourner vers la droite, ou vers le RN, ou vers Zemmour. Et je pense que si l'antiracisme veut être efficace, il doit être capable de constituer un front commun majoritaire. Et pour être majoritaire, il faut qu'il soit capable d'englober une partie importante de la population majoritaire, et selon moi, notamment de ces classes inférieures. Donc mon antiracisme, en fait, donc c'est en ça que je m'oppose à eux. Et puis il y a une dernière chose, c'est que selon moi, ils font une erreur, c'est de considérer que le racisme d'aujourd'hui est intégralement explicable par le racisme d'hier, c'est-à-dire par la colonisation. Donc ils estiment en fait que le système colonial s'est reproduit de diverses manières. Je pense que s'il existe effectivement des formes de néocolonialisme après les indépendances des anciennes colonies, en fait, il n'est pas comparable au colonialisme de départ, celui qui pouvait s'appuyer sur une infériorisation en fait des populations colonisées. Et je pense que pour comprendre la dynamique du racisme aujourd'hui, il faut en fait partir de la dynamique du capitalisme tel qu'il se présente actuellement, c'est-à-dire du capitalisme néolibéral. Que s'est-il passé grosso modo ces 40 dernières années? Le capitalisme s'est à nouveau libéralisé. On avait un capitalisme keynésien, donc redistributif,
où les gains de croissance étaient redistribués entre salariés et capitalistes, le néolibéralisme consacre la victoire totale des capitalistes sur les salariés, notamment dans la redistribution, une réduction de l'accès aux biens sociaux, aux services publics et aux prestations sociales, la logique du profit dans toutes les sphères de la société, le tout consacré par l'Union européenne, ses traités, et par la mondialisation et le libre-échange. Et donc l'ouverture des frontières à la fois de capitaux, de marchandises et de personnes. Même si cette dernière est, on va dire, imparfaite par rapport à celle des capitaux. Les capitaux circulent plus facilement que les personnes pour des raisons physiques, mais aussi anthropologiques, historiques, etc. En fait, ce capitalisme, qu'est-ce qu'il a créé? Il a spatialisé, la lutte des classes. En gros, il a créé une division du travail liée en fait à des espaces où, en gros, on a les principales métropoles qui concentrent l'essentiel des richesses, où vit en fait la haute bourgeoisie, une forme de petite bourgeoisie qui possède du capital culturel, donc qui a fait des études en centre-ville, avec des périphéries internes, les banlieues, qui en gros concentrent des gens qui travaillent plutôt dans les services, qui sont pour une grande partie d'entre eux d'origine immigrée, pauvres et précaires, et ce qui a créé une ghettoisation, une forme d'intégration imparfaite, qui a créé certains déséquilibres, notamment une insécurité relativement forte par rapport aux autres territoires français. Hein. Ça, c'est quelque chose. Il suffit d'écouter, comme je dis souvent, n'importe quel rappeur. Booba, ma banlieue, c'est dangereux, t'as raison de te chier dessus. Voilà, je veux dire, eux-mêmes sont les premiers à reconnaître que chez eux, ils sont même fiers de reconnaître que chez eux, il existe une certaine violence, etc. Même si, en fait, la majorité des jeunes de ces quartiers n'ont pas basculé dans la délinquance, je pense qu'une majorité a subi cette tentation, la tentation de la délinquance, parce qu'il y a une forme de sociabilisation, c'est aussi généré par les inégalités, enfin voilà, c'est plein de choses sur lesquelles je reviens et qu'on pourrait détailler, qui créent en fait cette tentation de la délinquance. Et d'autres territoires qui sont, on va dire, la France périphérique, où il existe aussi une forme de petite bourgeoisie traditionnelle, hein, des notables, des avocats, des médecins, etc. Mais en fait, où il y a la majorité des classes populaires, certes en général moins précaires que les plus précaires de banlieue, mais sont quand même des classes populaires, et le tout en fait a généré des fractures à la fois sociales, mais aussi des fractures culturelles sur ces territoires, en fait, entre le centre-ville des métropoles, les banlieues, la France périphérique, etc. En fait, on ne parle plus exactement, la même langue, on n'a plus exactement les mêmes codes culturels, on ne va plus voir les mêmes films. Le succès des Tuches, par exemple, dans la France périphérique. En banlieue, on va voir beaucoup moins de films au cinéma qui sont en VO sous-titré, par exemple. Certaines références culturelles comme le rap, même si aujourd'hui le rap c'est diffusé à l'ensemble de la France, il est quand même plus écouté dans certaines parties du territoire. Typiquement, une anecdote, c'est voir récemment, il y a quelques semaines, un rappeur est mort, Werenoi. Werenoi, c'est qui? C'est le plus gros vendeur d'albums de l'année 2023, le plus gros vendeur d'albums de l'année 2024. Il sera probablement le plus gros vendeur d'albums de l'année 2025, puisqu'il a fait le deuxième meilleur démarrage de ces 6 premiers mois après Jul, mais sa mort a dopé ses ventes et ses écoutes. Et pourtant, ce rappeur, une majorité de Français ne sait pas qui c'est quand il est mort. Beaucoup de gens se sont dit, mais en fait, c'est qui? Alors que si on prend n'importe quel top album d'il y a une vingtaine d'années, les gens qui dominaient ces top albums, Florent Pagny, Amel Bent, la SketchUp, etc., etc., tout Français avait entendu leurs chansons, avait entendu parler d'eux, quand bien même ils n'aimaient pas forcément cette musique, ils savaient qu'elle existait. Donc, en fait, si j'insiste autant sur ces fractures culturelles, c'est parce que pour moi, en fait, elles ont créé des formes de communautarisme, et par ces formes de communautarisme, ce ne sont pas d'ailleurs que les minorités qui sont communautaires, c'est vraiment quelque chose de largement diffusé, ou peut-être qu'en France, en fait, tout le monde est devenu minorité. Je pense que l'un des bons exemples, c'est de regarder en fait les catholiques versaillais, par exemple, qui se vivent de plus en plus en minorité dans leur manière
de s'exprimer, dans leur manière de revendiquer. C'est probablement ce qui explique un survote Zemmour d'ailleurs chez eux, c'est l'impression en fait d'avoir fait la France et de ne plus être la majorité, de ne plus représenter la majorité des Français, ce qui d'ailleurs est vrai si on regarde le taux de pratique religieux aujourd'hui en France. Ce communautarisme en fait fait que les gens ne se reconnaissent plus comme des égaux, comme des Français, à égalité, et donc créer de nouvelles formes de racisme, à la fois du racisme, on va dire vertical, on va dire de la majorité vers les minorités, ou des plus favorisés vers les plus défavorisés, mais aussi vertical entre minorités elles-mêmes, entre minorités vs blancs, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose en fait que ne voit pas l'antiracisme. C'est quelque chose que ne voit pas en fait l'antiracisme décolonial. Cette pluralité en fait des logiques, même si je suis d'accord qu'en fait tous les racismes n'ont pas la même origine et tous ne mènent pas aux mêmes conséquences. Mais si on met totalement de côté en fait tout racisme qui n'est pas discriminant, on arrive à un problème, par exemple très simple, c'est celui de l'antisémitisme. Aujourd'hui, les discriminations envers les juifs sont relativement faibles. Par contre, si on regarde les violences, les juifs représentent plus de la moitié des violences racistes en France, alors qu'ils représentent moins d'1% de la population. Ils sont surreprésentés dans les violences racistes, alors qu'en fait, si on en croit la théorie décoloniale, bon, bah, en fait, c'est une minorité qui s'est solidarisée de la majorité blanche et qui aujourd'hui est favorisée, etc. Alors si oui, l'antisémitisme, ça existe, ils ne le nient pas, mais je pense que en fait, leur théorie est incapable de prendre la mesure de l'importance de l'antisémitisme encore aujourd'hui en France et de ceux qui le vivent, ce qui explique que autant de juifs font leur alia, etc., quoi. En fait, tout ça pour revenir à l'antiracisme que moi je prône. Selon moi, il faut sortir de cette dualité entre un antiracisme libéral et un antiracisme identitaire ou décolonial pour en venir à ce que j'appelle un antiracisme socialiste qui repose sur deux piliers. Le premier, c'est celui de la lutte des classes. La lutte des classes, c'est quoi? C'est le fait qu'il existe des intérêts antagoniques dans la société entre ceux qui possèdent les moyens de production et les travailleurs, qui aujourd'hui peuvent être autant des ouvriers en usine que des gens qui travaillent dans les services, qui peuvent être parfois des petits patrons, qui peuvent être aussi des précaires, hein, des précaires, donc des gens qui travaillent par intermittence, etc. Même si je ne crois pas non plus en la théorie des 1%, je pense qu'en fait, en dessous de la classe capitaliste, qui d'ailleurs représente bien moins de 1%, il existe une sorte de classe tampon qui ferait entre 15 et 20, voire peut-être un peu plus, pourcent de la société, en fait, qui en fait partagent les intérêts de la classe capitaliste, qui sont les gagnants de la mondialisation, et voilà, qui sont favorisés, même si, du point de vue des revenus, ils sont pour la plupart plus proches d'un smicard que d'un Bernard Arnault. Mais leurs intérêts, en fait, convergent vers ceux du capitalisme. Donc je pense qu'il faut créer un front commun, et ce front commun, il ne peut se faire qu'à partir de certaines choses, dont l'universalisme, qui me paraît être très important, c'est-à-dire l'idée en fait d'une commune humanité, donc de droits qui méritent d'être partagés, enfin de droits qui méritent d'être les mêmes entre les gens, et l'universalisme, c'est aussi être la capacité de reconnaître finalement que la bêtise est quelque chose de très bien partagé. Descartes disait que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, mais la réciproque est vraie. La bêtise est la chose la mieux partagée du monde. Le racisme avec, en fait, le rejet de l'autre, les formes d'exonophobie, etc. également. L'universalisme, c'est aussi, ne se construit pas forcément non plus contre les cultures locales, etc. Je pense au contraire que l'universalisme, comme disait le poète portugais Miguel Torga, c'est le local moins les murs. Donc je pense que l'universalisme, en fait, il se crée à partir en fait des cultures locales, à partir des géographies différentes, etc. C'est pas une grande homogénéisation, mais c'est la capacité de trouver en fait des choses surplombantes au-dessus en fait des particularités. C'est pour ça d'ailleurs que je tacle le droit à la différence des SOS racisme, non pas que les gens n'ont pas le droit d'être différents, mais je pense que ce qui aurait dû être mis en avant, c'est plutôt le commun, ce que les gens ont en commun, et c'est le fait que finalement les gens partagent une humanité commune, et qu'en plus les classes populaires partagent certains intérêts communs. Donc mon antiracisme en fait
repose sur ces deux piliers et essaie en fait d'identifier, en fait, de critiquer radicalement le capitalisme, parce que je pense que l'une des choses en fait qui explique la condition des minorités, c'est tout simplement les inégalités, et le recul des inégalités en fait profiterait à tout le monde, en particulier aux Noirs, aux Arabes, aux Asiatiques, etc., eux-mêmes pauvres. Très bêtement, comme je le dis, si il existe des discriminations, mais si tout le monde était propriétaire, alors là, on est dans un monde peut-être idyllique, mais c'est aussi le monde vers lequel j'aimerais tendre, si tout le monde était propriétaire de son logement, bah, il n'y aurait plus de discrimination au logement, puisque de toute manière, il n'y aurait pas d'inégalité de pouvoir, les uns n'auraient pas le pouvoir sur les autres de discriminer, et c'est pareil avec la question des moyens de production. Si finalement les moyens de production étaient socialisés, donc que chacun était plus ou moins propriétaire de ses moyens de production, il n'y aurait pas moyen de discriminer les autres, parce qu'en fait, les uns n'auraient pas de pouvoir sur les autres. De manière un peu moins radicale, le partage d'une société où il y a moins d'inégalités, de toute manière, profite avant tout à ceux en fait, qui sont en bas de l'échelle sociale. C'est quelque chose que montre très bien quelqu'un comme John Rawls, donc philosophe américain social-démocrate, qui montre qu'en fait, enfin, pour qui la société idéale est celle où en fait le moins bien loti dans la société en fait est celui qui s'en sort le moins mal par rapport aux autres sociétés alternatives. Donc c'est pour ça que je pense que mon antiracisme s'appuie sur cette critique en fait du capitalisme, parce que je pense que une sortie du capitalisme ou même son amoindrissement en fait serait profitable à tout le monde, à commencer par les minorités elles-mêmes. Voilà. Merci Kevin. De rien. Eh bien, le débat est ouvert. Moi, j'aurais quelques questions politiques à poser à Kevin, naturellement, sur la fin de son exposé. Tu t'y attends d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en discute. Mais avant ça, je voudrais qu'on puisse poser des questions et débattre sur ce que tu as expliqué, sur l'évolution même de l'antiracisme et les différentes tendances que tu as analysées dans ton livre. Alors, je vous en prie. Pierre-Henri, oui. Alors, comment projetez-vous à partir de maintenant le rapport de force entre ces différentes écoles de l'antiracisme? Le mouvement décolonial que vous avez évoqué est très audible, peut-être parce qu'il est bruyant, je ne sais pas, mais qui incarne aujourd'hui finalement un antiracisme universaliste authentique, pas opportuniste, et comment peuvent évoluer les... Je pense que le rapport des forces est compliqué, puisque je pense que l'universalisme, comme je dis, libéral, bah, en fait, bon, ça reste SOS Racisme, la LICRA, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup moins audible aujourd'hui dans la société, qu'on n'entend pas beaucoup dans les débats. Les jeunes aujourd'hui qui vont se politiser vont peu vers cet antiracisme. En fait, à première vue, on a l'impression qu'il a presque disparu. Et en même temps, je pense que ça reste celui qui est institutionnel, institutionnalisé, celui en fait, voilà, étatique, des grandes institutions, parce qu'il existe un antiracisme politique, étatique, hein, il existe un discours antiraciste de l'État, etc. Les décoloniaux mettent beaucoup l'accent sur le racisme d'État. Moi, je préfère parler de racisme d'agents de l'État, mais on les entend moins, quoique Boutelja en parle un peu en réalité dans Beauf et Barbare, de ce discours en fait antiraciste dominant qui vient des institutions. Je pense que lui, il incarne encore cet antiracisme, et le décolonial, c'est celui qui est en pleine expansion, c'est celui qui progresse. Décolonial et autres sensibilités que j'ai décrites comme la théorie critique de la race, c'est ce qui progresse au sein de l'université, c'est ce qui progresse politiquement au sein de la gauche. Il y avait cette vidéo très intéressante où Boutelja disait que Mélenchon était un butin de guerre. Pour l'anecdote, moi j'avais participé à Parole d'honneur, donc leur émission, l'émission du Pire, il y a plusieurs années, en 2017, sur le thème « Mélenchon est-il notre pote ?» Évidemment, question provoque avec le touche pas mon pote. Et à l'époque, ils avaient une critique très forte de Mélenchon, ils étaient plutôt anti-Mélenchon, quoiqu'il concédait peut-être à demi-mot avoir voté pour lui en 2017. Mais voilà, ils étaient très critiques parce que Mélenchon représentait le vieux républicanisme, selon eux, raciste, paternaliste, laïcard, etc. etc. Donc moi, j'étais là pour le défendre. Les gens qui m'avaient proposé de venir m'avaient dit on cherche
un afrodescendant marxiste qui pourrait défendre Mélenchon. Donc j'étais là, je le défendais avec d'autres. Il y avait Daniel Obono, il y avait Ulysse Rabaté qui est ou était le suppléant de Farida Amarani à Évry. Mais voilà, on était quand même seul contre plein de gens, voilà, contre Lévy, j'ai oublié son prénom, l'avocat qui publie à La Fabrique, qui est le père des sœurs Lévy qui ont déclenché la loi de 2004 sur le voile. Il y avait Stella Belkacem, donc éditrice à La Fabrique. Voilà, enfin voilà, il y avait tout un ensemble de personnes contre nous. Et donc voilà, et les choses se sont totalement retournées parce qu'aujourd'hui, le pire explique qu'ils sont très Mélenchon, même si quelqu'un comme Wissem Kelka, lui, va dire nous, c'est Mélenchon dans les urnes et le NPA dans la rue. Mais voilà, ils sont très pro-Mélenchon parce que pour eux, Mélenchon est quelqu'un qui incarne aujourd'hui leur position, en tout cas qui a été sur leur position, même s'ils disent que c'est imparfait. Boutelja a même été jusqu'à dire que elle a compris que Mélenchon était un camarade le jour où il a dit que Mohamed était un beau prénom. Je trouve ça absurde, hein. Dans ce cas-là, est-ce que je me présente en disant moi aussi Mohamed est un beau prénom et Shlomo est un bon prénom et j'obtiens les votes des musulmans et des juifs. Enfin bon, voilà, je trouve ça absurde. D'ailleurs, je pense que la plupart des Français de confession musulmane qui ont voté pour Mélenchon, c'est pas parce que pour cette déclaration qu'ils n'ont sûrement jamais dû entendre. Mais voilà, voilà, il y a ce truc où politiquement, si je parle autant de la France insoumise, c'est parce que c'est devenu le principal mouvement de la gauche. C'est le seul qui a une chance d'arriver au second tour d'une élection présidentielle, qui je pense n'a aucune chance de gagner un second tour, mais a une chance d'arriver quand même au second tour. Donc c'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose qui est très fort dans les métropoles, puisque aujourd'hui la gauche en fait c'est le parti des jeunes et des métropoles, donc des moins de 30 ans qui vivent à Paris, etc. Donc qui sont des gens qu'on entend, qu'on voit dans les mouvements sociaux, qui sont à l'université, etc. C'est quelque chose qui progresse dans le monde culturel aussi. Que ce soit dans le monde du spectacle, chez les libraires, regardez les librairies à Paris, vous verrez très facilement les vitrines voilà, de ces librairies, même si c'est pas forcément des gens du pire, ça va être des Norman Najari, des Françoise Vergès, donc des gens qui ont des discours similaires, pas exactement les mêmes, qui lissent un peu, etc. Mais voilà, ça ressemble. Maboula Soumaoro, qui d'ailleurs était sur France TV il y a 2 jours, dans une émission, hier même, je crois que c'était hier soir, une émission sur le racisme. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même en pleine progression, en forte expansion. Et d'ailleurs, je pense qu'eux-mêmes, ils le savent, quand Boutelja quitte la direction du pire, elle fait elle écrit un texte sur son Facebook très intéressant où elle explique en fait sa figure est repoussoire selon elle, et donc ça empêche le pire de l'emporter, mais qu'elle a quand même remporté une victoire culturelle à gauche, et je pense que, en fait, si la défaite du pire, si la défaite politique du pire est totale, pour l'instant, sa victoire est métapolitique aujourd'hui, au moins au sein de la gauche. Et donc voilà, le rapport de force, pour moi, institutionnellement, il est du côté de l'antiracisme plutôt libéral, mais on va dire que dans la vie intellectuelle, culturelle, etc., politique, aujourd'hui, il est quand même plutôt décolonial. Elle là. J'ai 2 questions en une. La première, c'est que j'ai l'impression, même plus que l'impression, qu'il existe quand même de toutes petites minorités, une poignée de personnalités à gauche qui représentent une gauche universaliste. Je pense à des montbourgistes, à la GRS de Morel et Lindemann. Néanmoins, ces mini-gauches, je pense, ne reposent pas sur des racines réellement de lutte des classes. En fait, en tout cas, dans leur logiciel de pensée, leur base, leur terreau n'est pas la lutte des classes, le marxisme. Alors, première question, comment expliquer qu'aujourd'hui, il n'y ait pas vraiment de gauche, première gauche marxiste et très universaliste à la fois? Comment ça se fait que ça n'émerge pas? Soit on a une gauche républicaine mais qui est économiquement macroniste, soit on a une gauche radicale économiquement mais qui est indigéniste. Comment ça se fait que le créneau existe et qu'il n'est pas pris? Et l'autre, c'est comment expliquer que, en fait, cette toute petite gauche universaliste mais non marxiste pèse si peu électoralement alors qu'on imagine qu'elle pourrait conquérir de nombreuses voix nationalement. Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense quand même qu'il y a une gauche républicaine qui n'est pas non plus macroniste. Justement, Emmanuel Morel, on ne pourrait pas lui faire ce reproche. Il a d'ailleurs été siégé avec la France Insoumise à une époque. Et en fait, la GRS, tous ces gens-là sont quand même des gens critiques du capitalisme, etc. C'est effectivement pas le NPA. En même
temps, je trouve, entre nous, qu'il y a plus d'intelligence chez eux qu'au sein du NPA, même s'il y a quelques courants qui sont loin d'être bêtes au NPA, comme la tendance claire, par exemple. Mais voilà. Ensuite, alors, en fait, il faut vraiment voir ce qui s'est passé globalement à gauche, non pas ces 40 dernières années, mais je dirais ces 50 dernières années, c'est-à-dire les 10 ans avant la trahison de Mitterrand et le lancement des seuils de racisme. C'est très symbolique puisque, en fait, ce mois ne reprenait pas l'alpha et l'oméga, mais mai 68, en fait, cristallise quelque chose, même si, en fait, mai 68, on devrait dire que c'est un cycle qui commence au moins en 65 et qui se clôt vers 72-73 au moins, mais qui culmine en mai 1968. Et en fait, à ce moment-là, on a en fait l'explosion en fait, on a l'évolution d'une classe moyenne à ce moment-là, une moyennisation de la France, avec de plus en plus d'étudiants, etc. Et une nouvelle gauche qui émerge, qui d'ailleurs n'est pas toujours inintéressante, je veux dire, c'est aussi la gauche situationniste. En 65, il se passe un truc que j'aime beaucoup, qui est le scandale de Strasbourg. Donc deux étudiants strasbourgeois gagnent les élections de l'UNEF. Ils savent pas quoi faire avec l'UNEF de Strasbourg. Ils arrivent à Paris, ils vont voir Guy Debord pour de l'aide. Guy Debord, il leur dit « Ok, on va vous écrire un texte. » C'est Mustapha Kayati qui s'y colle. Un texte qui s'appelle « De la misère en milieu étudiant » qui critique très fortement les étudiants et l'embourgeoisement possible des étudiants, etc. Et il diffuse cette brochure, il ruine le budget de l'UNEF de Strasbourg pour diffuser gratuitement cette brochure qui est un vrai carton, et voilà, c'est ce qu'on appelle le scandale de Strasbourg, et c'est d'ailleurs peut-être l'un des trucs qui inspire le mouvement étudiant, mais quand on lit ce texte, il y a quelque chose de très radical qui dit vraiment aux étudiants, en fait, qui dit que l'étudiant est universellement méprisé, et qu'en fait, il devrait arrêter avec sa condition d'étudiant et retourner en fait du côté du prolétariat. On me dira que dans le mouvement Mao, ça a été tenté, voire même chez les ouvrières, etc., avec le succès que l'on sait. Mais voilà, je veux dire, il y a des critiques très intéressantes. On est dans une société donc d'après-guerre qui est encore très conservatrice, un peu étouffante. L'égalité homme-femme, on n'y est pas, etc. Et on a une nouvelle jeunesse en fait qui veut vivre, qui veut s'épanouir, qui veut tuer le père, tuer une petite bourgeoisie, qui veut tuer le père grand bourgeois. La lutte entre Dalian Cohn-Bendit et De Gaulle, c'est le bourgeois paternaliste traditionnel qui n'a pas que des défauts, contre le petit bourgeois rebelle qui, 50 ans plus tard, est le macroniste parfait, défenseur du système parfait, quoi. Dany le Rouge est devenu Dany le Bourge, mais en fait, c'était sûrement écrit dès le début. Finalement, cette critique de mai 68, en fait, débouche vers quelque chose de très sociétal, en fait, d'une critique sociétale, surtout que en juin 68, ou d'ailleurs dès mai 68, la convergence entre les ouvriers et les étudiants ne se fait pas, ou ne se fait pas complètement. La CGT est plus sur quelque chose de très réformiste, c'est même le PCF qui encadre le mouvement ouvrier, il n'y a pas de convergence. Et après l'échec de 68, en fait, beaucoup d'étudiants se disent les ouvriers, on va les abandonner. On le trouve même dans des textes de quelqu'un que j'aime bien, comme Herbert Marcuse, par exemple, qui vont dire, qui dit que l'ouvrier a trahi pour un plat de lentilles. Et il y a tout ce truc de abandonnons l'ouvrier comme sujet révolutionnaire, trouvons des sujets révolutionnaires de substitution. Ça peut être les femmes, les homos, les étudiants, justement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une grève étudiante, quelque part, toute la gauche se dit, allez, là c'est la révolution. C'est parce que pour eux, la jeunesse est devenue le nouveau sujet révolutionnaire. Les immigrés ou les travailleurs immigrés dans les années 80, le mouvement queer, enfin voilà, on va imaginer toutes sortes de nouveaux sujets révolutionnaires, mais ce qui va évacuer la lutte des classes. Donc la lutte des classes est quelque chose qui a disparu du logiciel de la gauche, qui finalement est quand même revenu, on va pas se mentir, chez Mélenchon, etc., mais qui est revenu sur le mode de l'intersectionnalité. Quand on lit le premier texte sur l'intersectionnalité de Kimberlé Crenshaw, donc qui est la mère du concept, c'est marrant. Donc l'intersectionnalité, c'est l'idée qu'en fait les dominations peuvent se croiser, et ça va être l'analyse des différents systèmes de domination. Dans son premier texte, elle n'imagine que deux systèmes de domination, le racisme, le sexisme. Il n'y a pas la question de la classe dans son tout premier texte en 89, qui est son texte fondateur. Ça arrive après, et en fait, quand on regarde bien la manière dont la classe est emmenée dans cette pensée, la classe est presque pensée comme une forme d'identité.
c'est le mépris de classe, c'est le classisme, etc. Mais la logique marxiste, elle est plus ou moins abandonnée. Quand elle est reprise partiellement, mais en même temps, Marx, on va dire que c'est une pensée européocentrée, une pensée blanche, etc. Ces gens-là n'ont pas lu les dernières années, les derniers textes de Marx qui sont hyper intéressants. Justement, il revient sur certaines choses qu'il a pu écrire, où, en gros, Marx, pendant toute sa vie, n'imagine la révolution que dans l'Europe avancée et industrielle. Sur les dernières années de sa vie, il revient là-dessus. Notamment, justement, il imagine que la révolution peut se faire en Russie, pays dans le vocabulaire marxiste qu'on dit arriéré, puisque c'est encore un pays où règne le servage. Il l'écrit dans des lettres, notamment à Vera Zazulitch, qui est une populiste russe. Mais bref, tout ça pour dire, la question de la lutte des classes, en fait, a plus ou moins été évacuée à gauche. Quand elle revient toujours mal, etc. Et sur, en fait, la gauche républicaine, quand elle n'est pas macroniste, elle souffre de plusieurs choses, un défaut d'incarnation. Emmanuel Morel, c'est quelqu'un de très intelligent, enfin, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mine de rien, il n'a pas le verbe de Mélenchon. Mélenchon, mine de rien, malgré tous ses défauts, c'est le meilleur orateur que la gauche a. Et dans la logique de l'union des gauches, du vote utile, etc., à la fin, c'est toujours lui qui va siphonner le vote utile, parce que c'est le meilleur politique, c'est le meilleur orateur, etc. Il y a ça, et puis il y a un ancrage populaire qui n'existe pas. Alors on me dira, Mélenchon ne l'avait pas au départ. Quand il crée le parti de gauche, il doit s'appuyer sur le parti communiste, qui lui, à l'époque, avait un ancrage populaire, là encore un petit peu en Seine-Saint-Denis, dans le Nord, mais moins dans le reste de la France. Et l'ancrage populaire de la France insoumise, en fait, commence à se faire seulement aujourd'hui grâce à la médiatisation de Mélenchon. Mais voilà, eux, en fait, ont un défaut de médiatisation. Ils vivent on va dire, derrière Mélenchon, ils sont cachés par le mélenchonisme et ils n'ont pas d'ancrage populaire. Et en plus, ils ont un dernier truc, c'est qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, chez les jeunes générations, la culture politique est quand même assez faible, etc. Les termes de république, de laïcité, etc. sont vus de manière un peu douteuse, sont vus comme un peu racistes, comme autoritaires, etc. Donc en plus, ils vont avoir du mal à emporter de nouvelles adhésions, quoi. Je vais revenir sur, pour moi, la question de base sur l'anti-racisme décolonial. C'est si on prend déjà n'importe quel groupe politique qui prend un discours, évidemment ce discours il va être repris par les autres, il va être médiatisé par d'autres personnes, médiatisé et déformé. Donc si on n'a pas de concept assez, on va dire, clair, non sujet à mauvaise interprétation, c'est risqué. Et je trouve que le fait d'avoir des phrases style « on va politiser la race », etc., pas le racisme, la race, d'insister sur ce qui est blanc, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, parce que d'une certaine manière, ils ouvrent les yeux à beaucoup de gens en rentrant dans ces questions. De l'autre côté, moi je trouve que c'est... Enfin, si on pense faire une conscience de race, une race en soi et pour soi, au niveau social, pour des Noirs et des Arabes, il faut dire que ça va aller pour des Blancs. Et je ne vois pas pourquoi des prolétaires qui, à l'époque, étaient complètement majoritaires, n'ont jamais renversé le capitalisme, et même alors qu'ils étaient majoritaires, alors que là, quand c'est des Blancs majoritaires et qui ont une conscience de race, qu'est-ce que ça va faire, pas de racisme en fait. Et en fait, stratégiquement, j'ai l'impression que c'est vraiment à se prendre la corde et ça mettre autour du cou. Et voilà, ça c'est le premier point. Après c'est un petit détail, mais je pense que dans la discrimination, il y a la question de la nationalité qui est quelque chose d'assez... enfin, je pense que ça fait partie... Aujourd'hui on parle beaucoup de la race et la religion, mais la nationalité, il me semble que si quelqu'un a la nationalité française, les discriminations, elles s'effondrent. Je ne dis pas qu'elles ne perdurent pas, mais... c'était les deux points. Alors déjà, sur le mouvement décolonial, il y a sa politisation, mais je pense que le verre est dans le fruit d'elle. Donc le mouvement décolonial, pour rappeler, il est né en fait, en réalité plutôt aux États-Unis, d'auteurs d'universitaires latinos, le courant qui s'appelle modernité, colonialité. En fait, ces auteurs, dès le début, en fait, effectivement, défendent le concept de race, etc. Et en fait, sont très 1492-centrés. C'est-à-dire que pour eux, la modernité naît en 1492, la découverte des Amériques par Christophe Colomb.
Et en fait, la domination de l'Occident démarre là. En fait, si on regarde bien historiquement, c'est assez faux. La Chine est plus puissante que le monde occidental, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Et le racisme, en fait, commence là. Et la modernité, en fait, finalement, n'est autre que l'histoire de la domination de l'Occident, donc du racisme, dont on n'est pas sorti aujourd'hui. Et donc, effectivement, je pense que le verre est dans le fruit, parce qu'en fait, toute leur pensée est liée exclusivement à la question de la race. Alors après, ils vont corriger, certains ont corrigé, ont intégré la question de la classe, certains ont les questions de genre, etc. Mais dès le début, en fait, c'est vraiment la modernité égale invention de la race, égale monde divisé par la race, et l'Occident au-dessus, sans voir qu'en fait, entre 1492 et maintenant, en réalité, c'est passé plein de choses. La colonisation, elle n'est pas uniforme. D'ailleurs, il y a des colonisations avec des vagues de colonisation. En fait, la découverte, la colonisation ne naît pas de motifs racistes. Le racisme, en fait, vient après pour appuyer. Mais comme disent les sœurs Fields, qui sont deux Afro-américaines spécialistes des questions de racisme, elles disent en gros, le colonialisme n'était pas là pour créer de la race, mais pour produire du coton, du sucre, etc. quoi. C'est d'abord pour produire des choses, et après on a inférioriser les gens comme motif. Ensuite, alors certes, il y a la question de la traite négrière et du commerce triangulaire qui industrialise l'esclavage, mais il faut voir que l'esclavage est quelque chose qui existe dans tous les mondes avant, qui existe chez les Blancs, qui existe chez les Arabes, qui existe chez les Noirs entre eux. Les Arabes ont réduit en esclavage ensuite une grande partie des Noirs, et ce même avant l'expansion de l'islam. Hein. Dans le Coran, il y a cet exemple de Bilal, donc qui est un esclave noir dans la Mecque, qui est affranchi par le prophète Mohammed et qui devient le premier grand muezzin de l'islam. Donc ça prouve qu'il existait déjà des esclaves noirs à la Mecque, même si on pourrait dire que l'islam, justement, enfin, je dirais pas l'islam est anti-esclavagisme, mais au moins ne justifie pas l'esclavagisme. La preuve, c'est que on a quand même l'exemple d'un prophète qui libère un esclave, ce qui n'a pas empêché ensuite, le monde musulman de pratiquer l'esclavage, mais comme tous les autres. Hein. D'ailleurs, même en Europe, bon, voilà, il y a l'esclavage antique, mais après, durant le Moyen-Âge, le servage, ça reste une forme d'esclavage. Alors on dira que les serfs ne sont pas exactement traités comme des meubles, etc., donc n'ont pas le même traitement que les Noirs dans les colonies. Mais, voilà. Et puis d'ailleurs, même dans les premiers temps des colonies, on trouve des travailleurs blancs dont les conditions sont très proches de celles des esclaves africains. Il faut attendre un certain temps avant que finalement on se dise ok, non, en fait il y aura des esclaves, ça va vraiment être les Noirs, et les conditions sociales entre travailleurs blancs et travailleurs noirs ne seront pas les mêmes. Donc tout ça pour dire, en fait, il y a une forme d'idéalisme chez eux, une forme d'idéalisme de la race, où en fait la race apparaît comme ça d'un coup en 1492, la domination occidentale et en fait ça devient un régime dont on ne sort, et d'ailleurs je vois pas comment on peut en sortir d'ailleurs avec ce qu'ils défendent. Ensuite, pardon, les autres questions, là je suis en train de... Moi c'était vraiment comment dire, je vais prendre un exemple, dans la théorie décoloniale, enfin dans ce genre de... Il y a l'idée que le blanc, il ne sait pas qu'il est blanc. Oui. Parce que, voilà. Oui. La question, c'est, une fois qu'on politise la chose, oui. Bah, pourquoi il dirait... oui, exactement. Oui, je suis... un côté antiraciste, et pourquoi il dirait... Voilà. C'est ça, oui, effectivement, il y a ce truc de... Effectivement, si on communautarise la société, bah, la majorité risque de se communautariser contre les minorités, je suis totalement d'accord. Alors, Boutelja, ces dernières années, a un peu... elle a mis de l'eau dans son vin, et elle imagine aussi la convergence, une forme de lutte des classes et de convergence en fait des travailleurs blancs et minoritaires, et ça on l'a dans son dernier livre Beauf et barbare. Il y a quand même deux choses, c'est que moi je trouve que sa convergence appuie beaucoup trop sur des motifs identitaires. Quelque part il y a un côté revalorisons toutes les identités et ensuite on va converger. Déjà je vois pas pourquoi ce qui était séparé dans un premier temps finira par converger. Et l'autre chose, c'est qu'on se rend compte que dès qu'un homme politique envoie, on va dire, des signaux vers le prolétariat blanc
périphérique, qui d'ailleurs n'est pas que blanc, il est majoritairement blanc, le prolétariat de la France périphérique, mais la réalité c'est qu'il y a des Noirs, des Arabes, c'est des conditions qui sont les mêmes pour eux, etc. Et ben en fait il se fait allumer. François Ruffin se fait allumer, Roussel s'est fait allumer, etc. Donc déjà on a l'impression que leur convergence, il y aura quelque chose en fait, des beaufs qui vont en fait accepter tous des barbares, mais voilà, que la convergence ne se fera que d'un côté. Ah oui, il y a la question de la nationalité. Alors c'est vrai qu'en fait, quand on regarde les discriminations, la question de la nationalité joue, c'est-à-dire que un noir à papier français subira moins de discrimination qu'un Sénégalais, par exemple. Après, bon, il y a quand même, quand on envoie les CV, on voit déjà que les prénoms à consonance non française subissent déjà des discriminations, quelle que soit la nationalité. L'autre truc, et c'est un truc sur lequel je reviens dans mon livre, et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut sortir de l'explication par la colonisation aujourd'hui, pas hier, mais aujourd'hui, c'est que quand on regarde les enquêtes d'opinion, et d'ailleurs la nouvelle enquête, le nouveau baromètre sur le racisme est sorti aujourd'hui et montre une forme de résistance de la tolérance, c'est qu'en fait les Français n'ont jamais été aussi tolérants. Seuls 8% des Français croient qu'il existe des races supérieures. Après, il y en a encore 25% qui croient à l'existence de races, mais qui seraient égales. Mais voilà, il n'y a que 8% qui croient qu'il existe des races supérieures. Et c'est ça, en fait, le racisme premier au sens biologique, le racisme au sens fort, et qui, pour moi, est le racisme hérité du colonialisme. Et voilà, de géopolitique, de domination, on va dire, de l'Occident, même si cette domination, aujourd'hui, elle a aussi du plomb dans l'aile, avec la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, de la Russie, etc. Donc il y a ça, et en fait, pour moi, ce qu'il faut être capable de penser, c'est un glissement du racisme biologique vers des questions plus culturelles et identitaires, une forme en fait de rejet de l'autre pour des raisons culturelles qui ne s'apparentent pas exactement au racisme, et effectivement, je pense une montée de la xénophobie en fait, qui n'est pas exactement du racisme, et je pense que c'est aussi pour ça que j'essaie d'expliquer pourquoi, en fait, pourquoi la donnée, on va dire, communautariste a beaucoup évolué à partir du capitalisme néolibéral mondialisé de ces 40 dernières années. Oui. Alors, pardon Bernard, parce que c'est pour rebondir, comme on dit, sur la question qui a été posée autour de la nationalité. Ce qui me frappe dans tous ces débats, mais aussi dans ton livre, c'est qu'il n'est jamais question de droit. Or, on est un pays qui, depuis pas mal de siècles, affirme le droit du sol. Et dans les années 80, il n'y a pas que la marche de 83, il y a aussi le mouvement politique qui s'est développé contre la réforme de Chirac du Code de la nationalité, qui voulait d'ailleurs abolir le droit du sol. Et ils n'ont pas pu, pour des raisons de difficultés tout à fait pratiques et insurmontables, comme nous l'expliquait Patrick Weil, ici même, il y a quelques semaines. Mais nous sommes un pays de droit. Et le droit du sol, à part l'exception napoléonienne et un peu au-delà, a été une constante chez nous. Et c'est une constante justement qui proscrit et par anticipation les questions de différence raciale ou ethnique ou tout ce qu'on veut. Et on est né à un endroit, dans un lieu, ce lieu est un territoire national et on est français. Alors au bout d'un certain temps, pour certains, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même le droit du sol qui est la loi commune. Alors je vais te donner 3 éléments de réponse. Il est peu question de droit, je pense que le terme apparaît une fois, c'est quand je parle de l'universalisme, parce que je dis que l'universalisme c'est d'abord quelque chose de concret, c'est l'égalité des droits. Justement, des droits, plein de droits, mais il y a aussi ça, qui est quand même déterminant dans le débat depuis le début des années 80, c'est la question du droit du sol. Comment on définit la nationalité et l'accès à la nationalité. Alors, c'est ça qui est frappant, c'est que en 86, il y a de grosses manifestations auxquelles nous avons participé contre la réforme Chirac du droit de la nationalité. Il y a le PS, il y a le PC, etc., etc. Et après, tout ça se dissipe. Mais il y a une réaction politique quand même, qui est noyée, c'est vrai, par SOS Racisme, auquel on a également participé, sans voir ce qui allait se passer après comme évolution. Du moins, on l'a vu
On l'a vu au début des années 90. Mais dans les mouvements antiracistes de toute nature que tu décris, il n'est pas question de ce rapport fondamental. Il fait qu'on fait une déclaration à la mairie, que c'est très concret, qu'on a des papiers ou pas, et que la France se définit comme ça. Oui, mais tu vois, deux autres choses sur la question du droit, c'est que globalement, pour moi, la question du droit aujourd'hui n'est pas un problème, c'est-à-dire que je pense que le droit tel qu'il est plutôt pas mal. Mais donc, tu disais, le droit est le même depuis le Code napoléonien. Alors, c'est vrai, il est vrai c'est vrai sur le sol français, sur le sol hexagonal, je veux dire. Ça n'a pas toujours été le cas justement dans les colonies. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'explique dans mon livre que le rapport à la race aux États-Unis et en France n'est pas le même. C'est-à-dire que aux États-Unis, l'esclavage a eu lieu sur le sol américain, la ségrégation raciale sur le sol américain. En France, à l'extérieur, dans les colonies. Je pense qu'aujourd'hui encore, le rapport à la question de la race en Martinique ou en Guadeloupe n'est pas la même qu'en France, avec les béquets, etc. Enfin, en France métropolitaine, pardon, dans l'Hexagone, donc avec les béquets, etc. Et c'est pour ça, je pense que si racisme il y a eu en France, il n'a pas eu la même nature, la même virulence qu'aux États-Unis. Je rappelle par exemple que les livres sur la propagande coloniale ou raciste étaient très peu empruntés dans les bibliothèques, montraient que en fait les Français avaient un intérêt très faible pour ça. Je reparle de Chantenay, donc ce petit village au XVIIIe siècle qui découvre l'existence de l'esclavage dans les colonies, qui en est profondément choqué et qui fait ses vœux au moment des doléances qui réclament l'abolition de l'esclavage. Voilà, on voit que la question raciale, par le droit, effectivement, traverse moins la France hexagonale pour ça. Maintenant, il y a un truc, et c'est en ça que je suis marxiste, c'est que le droit ne fait pas tout. C'est-à-dire que je pense que le droit est un bon premier pas, mais que les inégalités sont aussi des choses concrètes, économiques, etc. Oui. Et que marxiste, ou même Proudhon, il y a un texte que j'aime beaucoup de Proudhon qui s'appelle Toast à la Révolution, où Proudhon a une théorie qui est la théorie des 4 révolutions. La première révolution pour lui, c'est le christianisme. Jésus proclame l'égalité entre les hommes. La deuxième, c'est la Renaissance, l'imprimerie de Gutenberg, parce que ça permet l'égalité devant le savoir. Tout le monde a le droit de savoir. La troisième, c'est la Révolution française, américaine, l'égalité politique en droit. Et la quatrième à venir est l'égalité économique qui permettra l'égalité concrète. Mais les 3 premières sont aussi importantes, il faut préserver les 3. Et c'est pour ça qu'il dit à la fin, soyons hommes de progrès et de conservation pour être hommes de révolution. Conservons tous ces acquis et voilà. Oui, non. Mais... Faisons ce dernier on va pas prendre ce débat, mais Proudhon, comme Marx d'ailleurs, oublie juste une question qui est quand même centrale, la question du rôle de l'État, que tu effaces dans la conclusion de ton livre très rapidement. On socialise les moyens de production comme ça. La question de l'État existe chez Marx. Oui. J'ai entendu bien des exposés de marxistes essayant de se dépatouiller pour trouver une théorie marxiste de l'État. Bonjour. Il y a une théorie marxiste de l'État, mais je pense que justement cette théorie a mené à ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'il y a le dépérissement à la fin de l'État, mais avant il y a son renforcement qui a mené à l'expérience, aux expériences malheureuses qu'on connaît. Mais moi je pense qu'en dehors de ça, c'est que et là c'est pour moi celui qui a raison, c'est ni Marx ni Proudhon, c'est Castoriadis, quand il dit que marxistes et anarchistes font la même erreur, c'est d'assimiler toute forme d'institution à l'État. Je crois profondément dans les institutions. Et je pense qu'il existe des institutions hors de l'État et voilà. Ça dépend de ce qu'on définit comme État. Ça dépend de ce qu'on définit comme État. À partir du moment où il y a des institutions moderne, politiques, ça s'appelle bien l'État au sens global du terme. Mais j'ai là un spécialiste de la question. Ça va un peu, ça permet de prendre le relais, c'est lié à tout ce qu'on dit. Non, j'ai beaucoup d'intérêt. Mais il y a un mot que vous avez prononcé fréquemment, c'est l'universalisme. Mais toute pensée, et d'ailleurs en vous écoutant, ça m'a frappé plus que jamais d'ailleurs, toute pensée de la domination, qu'elle soit de type économique, ou recyclée dans l'ethnique, la race, bon, on fait du Mélenchon, la nouvelle gauche, est incompatible avec l'universalisme. Forcément, parce qu'elle conduit à la segmentation soit de classe sociale,
soit de groupes ethniques. Et donc, forcément, je ne dis pas que la domination n'existe pas. Je ne suis pas naïf. Bien sûr qu'il y a la domination, parce qu'il y a des injustices, etc. C'est évident. Bien sûr qu'il y a du racisme, bien sûr qu'il y a tout ça, je l'admets parfaitement. Mais c'est d'en faire une théorie qui construit, au fond, un rapport à l'autre, un rapport de lutte, qui inévitablement ne peut pas, sans la pensée universelle. Et d'ailleurs, vous évoquiez au fond, votre référence, c'est la gauche républicaine, quelque part. Or, la gauche républicaine, et là on rejoint par ce biais-là la question de l'État, c'est une gauche de la nation. C'est-à-dire que la nation n'est pas qu'un produit bourgeois. C'est-à-dire qu'on peut dire la nation comme étant le masque de toutes les aliénations, l'État hegelien, c'est l'État hegelien. On peut très bien. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas finalement. Et, et avec l'État, c'est la forme politique par excellence qui permet une démocratie d'intégrer des diversités sociales, économiques, culturelles, raciales, etc. Donc elle a un rôle intégrateur. Et il ne faut pas s'étonner si le nationalisme identitaire par l'extrême droite existe aujourd'hui, c'est parce que précisément la nation, au sens français du terme, n'existe plus. Donc là, il y a un véritable enjeu. Alors, parce que c'est, comme disait Hegel, c'est un universel concret. C'est un universel intégrateur. Et donc, il y a des conflits. Hegel le disait lui-même, les sociétés civiles, c'est des rapports conflictuels, c'est évident. Donc, c'est pas du tout le paradis, loin de là. Mais ces conflits sont assumés, régulés par des règles sociales. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait des institutions, qu'il y ait des syndicats, voilà. Et donc, le drame de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle a sombré dans un infantilisme délirant. Et c'est une espèce c'est le néo-gauchisme, et qui s'oppose dogmatiquement à toute forme d'universalisme. Forcément, c'est incompatible. Je vais commencer par la fin, là, sur la nation. Moi, je crois en la nation. Dans mon livre, je parle de démondialisation. Enfin, voilà, je pense que les frontières ont quelque chose de protecteur là-dessus. Je rejoins Régis Debray. Je pense que la frontière protège, et d'ailleurs que la frontière aussi n'est pas un mur mais une passoire. Quand on dit d'une frontière qu'elle est une passoire, c'est lui rendre hommage, parce que la passoire filtre, elle laisse passer des choses mais elle filtre. Ce n'est pas un mur. Et quand on abat des frontières, on construit des murs. Je rejoins totalement Régis Debray là-dessus, et je pense que la nation, c'est la question de la communauté politique. Je pense qu'il n'y a pas une communauté politique qui dépasse, qui est abstraite, et justement qui ferait fi des différences culturelles, linguistiques, territoriales, et qui s'étendrait dans l'ensemble du monde, voire qui même pourrait marcher avec certes des pays très proches géographiquement, mais qui ne se reconnaissent pas comme appartenant à un même peuple. Il n'y a pas de peuple européen. L'Europe existe, je ne le nie pas. Je pense que l'Europe est une ère civilisationnelle, forgée, en tout cas l'Europe de l'Ouest, forgée par l'héno-christianisme, on va dire, auquel s'est ajoutée la pensée des Lumières, donc qui a amené un certain rapport à l'individu, certaines constructions, etc. Mais voilà, un français et un espagnol, c'est pas exactement la même chose. Alors on me dira, oui, mais il y avait des différences entre les Français eux-mêmes, et on a réussi à uniformiser, certes, mais par un processus qui est relativement violent, et je pense que je n'ai pas forcément envie d'uniformiser l'Europe par la force. En fait, si on veut vraiment créer une nation européenne, je pense que seul quelque chose d'assez violent pourrait le faire, et voilà, donc non, la nation, j'y crois. Maintenant, Marx est hegelien et croit en universalisme concret aussi, et l'idée que, en fait, l'universalisme est toujours le produit d'un rapport qui peut être un rapport de force. Hegel, c'est aussi la dialectique du maître et de l'esclave. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Marx, il y a, je pense à ce texte, cette lettre d'Engels qui dit que leur communisme libéra le bourgeois lui-même aliéné par le capitalisme. Donc il y a une dimension humaniste dans le marxisme et dans la pensée d'Engels aussi. Au départ, ce sont des humanistes, parfois de manière d'ailleurs très abstraite. Marx a beau être matérialiste, il y a des fois des formes d'idéalisme chez lui, notamment dans sa jeunesse. Et je pense que c'est pas parce qu'en fait on constate une fracture, une forme de
domination des intérêts qui ne peuvent pas converger dans un certain système économique, que cette fracture est vouée à se perpétuer éternellement. C'est-à-dire que vu qu'il pense la société sans classe, il pense à un moment une société de l'universel. Quand on pense, le problème c'est qu'avec quand on est sur une lutte ethnique ou de genre, en fait on aura beau dire qu'on pense la société sans race, de fait il existera toujours des différences culturelles, etc. Et en fait vu que cette société sans race n'arrivera pas, en fait cette lutte des races qu'on aura postulée au départ continuera. C'est là le truc, c'est que je pense que en fait, on ne sortira. Si on postule la race, on ne peut pas en sortir. Si on postule la classe, on peut en sortir parce que la classe est quelque chose d'économique, et une donnée économique, une des données économiques, on en sort. La race, ils ont beau dire que c'est quelque chose de social, etc. Ça n'existe pas biologiquement, mais mine de rien, quand on la postule, on essentialise quelque chose, on essentialise une différence, etc. On essentialise un arbitraire et en fait un arbitraire dont on ne peut se défaire. La race noire n'existe pas, mais de fait, ma peau n'est pas blanche. Et si on dit que la race noire existe même socialement, bah en fait, je vois pas comment, en un moment, on arrive à la défaire. Donc, je pense qu'elle est comme là la différence majeure. Je pense que, oui, non, quand même que la gauche, si on avait dit à Marx qu'on rejetterait un jour l'universel, je pense qu'il n'aurait pas pensé ça possible. Enfin, si on lui avait dit le mouvement qui se réclame de toi un jour rejettera l'universel, je dirais n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est l'homme. Comme il dit, être radical, c'est prendre les choses à la racine. La racine de l'homme, c'est l'homme. Marx, ce qu'il veut, c'est quand même défendre l'humain, quoi. Et d'ailleurs, il pense que le problème du capitalisme, c'est qu'il mutile l'humain, il mutile ses facultés, etc. Et lui, il pense à un humain total, qui je pense est d'ailleurs largement utopique, hein, cet humain qui le matin va faire de la chasse, l'après-midi va s'adonner à de la critique littéraire, et le soir... Et le soir sera dramaturge. Bon, moi, j'y crois pas trop non plus. Je pense pas que un humain pourra, que quelqu'un pourra, que l'homme peut, que chaque individu peut avoir embrasser toutes les fonctions, etc. Je pense que il existera une forme de division du travail. La question, c'est est-ce qu'il faut que cette division du travail ne se fasse pas avec une relation de pouvoir, on va dire. Et moi, je dirais juste, je crois, vous me posez des questions, mais je crois que la forme de marxisme acceptable est la forme réformiste. Ce qu'a été le PS, ou tous les partis sociodémocrates d'ailleurs au fond. Dès l'instant où il sort de cette... il bascule du côté d'une téléologie révolutionnaire, forcément, l'idée d'un État-nation est irrecevable, et c'est un universel. Cela dit, le stalinisme, malgré tous ses défauts, le stalinisme, pour le coup, a cru en la révolution dans un seul pays, qui devait exporter, certes, mais voilà, je veux dire, c'est ce qui différencie du trotskisme, mais même dans le trotskisme, si on prend le lambertisme pense la question de la nation, par exemple. Vers la fin, oui. Oui, vers la fin. Vers la fin du lambertisme. En tout cas, de Pierre Lambert. Quant au marxisme, enfin, le PS n'a jamais été marxiste au sens où ils n'ont jamais lu Marx. On a je ne sais pas si tu connais la SFIO le livre. l'a été en tout cas. Comment? La SFIO l'a été. Jaurès était marxiste. Alors c'était un marxiste réformiste. Un mélange de marxisme et des Lumières, mais oui, de républicanisme. Oui, non, mais mais le SFIO, c'est aussi Jules Guette qui était un mauvais marxiste, mais qui était aussi un marxiste. Voilà, c'était Lafarge, le beau-fils. On a reçu souvent un garçon qu'on aimait beaucoup, qui est mort maintenant, qui s'appelait Daniel Lindenberg, et qui avait écrit un livre qui s'appelle le marxisme introuvable. Et c'était un normalien rue d'Ulm qui avait été Mao, etc. Et d'ailleurs qui a été à SOS Racisme avec nous. Et son livre disait, mais personne n'a jamais lu Marx en France. Ni les socialistes, évidemment, et au Parti communiste, Georges Marchais, etc., ne lisaient pas Marx. Ils lisaient Lénine. D'ailleurs, dans les facs à l'époque aussi, à Sciences Po, on était obligé, dans les livres absolument à lire, il y avait Lénine, l'État et la Révolution, parce que c'est tout petit d'abord, et en plus, on a l'essentiel, c'est-à-dire lutte des classes, dépérissement de l'État, société sans classe, et hop, dictature du prolétariat. À part ça, personne ne savait rien, sauf dans les années 68 avec Althusser, Rue d'Ulm,
où il y a eu toutes les histoires de coupures épistémologiques entre Marx romantique et Marx scientifique, etc. Mais ça intéressait une minorité de normaliens. Et sinon, le PS, jamais. Mais alors, Mitterrand n'a jamais lu Marx, ça l'ennuyait. Il l'a dit d'ailleurs. Faut-il avoir lu Marx pour être marxiste? Faut-il avoir lu le Coran pour être musulman? Faut-il avoir lu la Bible pour... Un peu, quand même. C'est bien. Alors, est-ce que tous les catholiques ont lu la Bible? J'en doute. Non, mais est-ce que tous les musulmans ont lu le Coran en entier? J'en doute. Oui. Si, oui. Alors, ils vont pas tous à la messe tous les dimanches. Les musulmans sont quand même très loin d'aller à la mosquée tous les vendredis. Et en plus, dans ce cas-là, les communistes recevaient la bonne parole marxiste à la section du parti qui était leur messe à eux. Donc, dans ce cas-là... Non, mais je veux dire, en fait, pour être marxiste, faut-il forcément être un exégète de Marx ou non, pas exégète, mais au moins savoir ce qu'il y a dans le livre. Oui, mais je pense que on prenait le militant communiste moins des années 70, il savait que Marx était la lutte des classes, c'était ceci, cela. Oui. Voilà, il avait comme de grandes idées, comme le catholique qui n'est pas prêtre ou théologien, c'est très bien que voilà, c'est le christianisme, c'est trois dieux en un. Ça rejoint la résurrection du Christ. La question que posait là tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tous ces gens qui étaient sympathiques ont tout abandonné à un moment, dans les années 80, parce qu'ils n'avaient pas de pensée cohérente, parce qu'ils avaient ce catéchisme bas marxiste que tout le monde connaissait effectivement, mais à partir du moment où des problèmes nouveaux se sont posés, et notamment des problèmes posés venant des États-Unis, ils n'ont plus du tout su que faire. Au passage, après, ces gens-là avaient le catéchisme, le léninisme, ils avaient aussi des catéchismes intéressants, mais effectivement, qui n'étaient pas totalement ceux qui n'étaient pas du Marx. Ils avaient, pour certains, lu Debord, pour d'autres, Cohn-Bendit se revendiquait de Castoriadis. Guy Debord, c'était très peu de gens le lisaient. La Société du spectacle. C'est dommage d'ailleurs. La Société du spectacle, c'est beaucoup de ventes à la sortie. Non, mais c'est beaucoup de ventes à la sortie. Le fascicule dont je parlais de Moustapha Keïti, misère dans le milieu étudiant, c'est quelque chose qui s'est largement diffusé. Le livre de Van Heijm, traité de savoir-vivre à l'usage d'une génération, c'est un best-seller à l'époque. Alors effectivement, bon, c'est déjà du marxisme qui est romantique, c'est des belles formules, etc. Il y a quelque chose qui fait tampon à la pensée de Marx. Il y a les revues, mine de rien, alors je sais que ça reste confidentiel, mais les revues Socialisme Barbarie, etc., c'est des trucs qui circulent, etc. Mais, voilà, non, mais pour moi, la vraie erreur, la vraie faiblesse du marxisme, c'est peut-être en fait d'être un marxisme, c'est-à-dire de croire que Marx a tout dit, de croire que Marx a résolu toutes les questions, voilà, de pas essayer de penser d'autres, d'aller réfléchir ailleurs. Je me souviens, même moi, plus jeune, d'ailleurs, j'avais moins lu Marx que maintenant. Mais au début, quand on me parlait de Proudhon, celui qui s'est fait rhabiller dans Misère de la philosophie, n'ayant pas lu Philosophie de la misère, le livre de Proudhon auquel répondait Marx, etc. Voilà, je pense que en fait, il n'existe pas un penseur, il n'existe pas un livre qui a toutes les réponses, si ce n'est peut-être la Bible, mais ce sont des réponses non pas politiques, mais métaphysiques. Mais voilà, il n'existe... voilà, je pense que dans la pensée de Marx, il y a des choses hyper intéressantes. Je pense qu'il y a des choses à abandonner, clairement, des choses à revoir, à réformer, etc. En plus, on va ajouter autre chose, c'est que quand le marxisme s'est diffusé, il s'est diffusé sans certains écrits très intéressants de Marx. C'est-à-dire que Lénine n'a pas connu, par exemple, les manuscrits de 1844 qui n'avaient pas été publiés, qui pour moi, voilà, sont la base de son humanisme, par exemple. D'autres écrits comme ça, d'ailleurs, ne sont sortis que plus tard, certains brouillons, etc. Et après, aussi intéressant soit-il, tous ces écrits, je pense que le truc de Marx, c'est qu'il faut, comme disait Castoriadis, il faut à tout prix être capable de le dépasser. Oui, non, mais bien sûr. Nous-mêmes, on a toujours été attentifs à la pensée marxiste. On a eu des débats avec Daniel Ben Saïd, qui était le numéro 2 de la Ligue communiste, et qui est venu à plusieurs reprises chez nous parler de ces questions-là. Si je pense, je trouve avec quelque chose de très intéressant, c'est que tu avais beau être un marxiste, c'était aussi un lecteur de Charles Péguy, c'était aussi un admirateur de Jeanne d'Arc, d'ailleurs. On l'a reçu pour son Jeanne d'Arc, et on lui a demandé justement comment, une discussion là-dessus,
Savoir, grand lecteur de Walter Benjamin. bien sûr, oui. C'est aussi... Mais on discute beaucoup avec Denis Colin en ce moment, sûr. depuis bien des années. Donc, qui j'ai l'impression, s'ouvre à d'autres choses que la pensée de Marx aussi, de Nicolas. ah, mais oui, Totalement, ses livres sur la morale sont c'est une grande ampleur. Et lui aussi, comme toi, il dit que Marx d'abord doit être relu, surtout dans ses derniers écrits, et qu'il faut le dédogmatiser et en tirer effectivement un certain nombre. Il l'a fait avec nous sur la question de la technique, plutôt de la machine, à propos de l'intelligence artificielle notamment. Le dernier de Nicolas est très intéressant son dernier sujet, livre. Donc oui, c'est une pensée qui peut travailler. Mais quand même, la question des médiations politiques est quelque chose qui me paraît fondamental si on ne veut pas à nouveau avoir des mésaventures en faisant des révolutions qui ne pensent pas du tout ces questions de médiation. Après, je pense que d'ailleurs la France insoumise a plein de faiblesses, mais l'une de ses faiblesses, c'est justement de ne pas faire école. Alors on me dira, il y a la Boétie, c'est vrai. Mais je veux dire, la formation militante au Parti communiste, c'était quand même quelque chose. Les militants étaient formés. D'ailleurs, les partis politiques, en général, formaient globalement bien ces militants, les partis de gauche surtout, et le Parti communiste, lutte ouvrière, etc., étaient vraiment de vraies écoles militantes, avec une forme, certes, de dogmatisme, etc., qu'on peut critiquer. Moi, pendant 6 mois, j'ai été prof d'SES, et le premier jour, pas le premier jour, mais l'un des premiers jours, avec ma classe de terminale, j'ai un élève qui me contredit, et là, il dit « Oh non, encore le militant du PCF ». Là, il répond « Je ne suis pas au PCF, moi, le Parti socialiste, un parti social chauvin. Je suis militant chez Lutte ouvrière. » Et voilà, et donc je m'amusais des fois à le taquiner, cet élève, sur Rangstadt, où il me disait « Oui, mais voilà, c'était des contre-révolutionnaires. En gros, il méritait de se faire massacrer. » Il avait une forme de dogmatisme, etc. Mais là où il m'impressionnait, c'est qu'il avait une culture générale énorme. Ah oui, c'était un élève de 17 ans qui pouvait débattre de politique avec moi, qui avait une culture générale énorme et qui brillait malheureusement aussi par son dogmatisme. Je me souviens, je leur donne une dissertation où ils doivent, parce qu'en fait c'était le cours d'SES de spécialité, donc de sciences politiques, où ils doivent démontrer que l'Allemagne est une démocratie parlementaire, et lui, dans l'intro, il me fait une intro intéressante et qui finit par « Je vais vous démontrer que l'Allemagne n'est pas une démocratie, mais un régime bourgeois. » Et voilà, il me fait une démonstration très intéressante, je lui mets 11 sur 20 en disant « Il y a vraiment énormément de connaissances, c'est convaincant, etc. Mais bon, c'était quand même sorti du sujet. Voilà, je vais te mettre 11 sur 20 parce que le travail est bien, mais en même temps, voilà. » Je me souviens au conseil de classe, la prof de philo qui dit il ne peut pas faire une disserte sans parler de dialectique matérialiste. La prof d'histoire géo qui dit je leur ai donné un devoir sur les États-Unis à faire, il a fait un pamphlet anti-américain. Voilà, c'était un bon... Et en même temps, bon voilà, c'était quelqu'un d'hyper formé, etc., de dogmatique, mais d'hyper formé. Oui. Je me souviens, juste avant le bac, je lui ai dit bon, fais gaffe, Félix, tu sais, tu peux tomber sur un correcteur moins sympa que nous. Il a dit mais monsieur, de toute façon, tous les profs sont de gauche. J'ai dit c'est vrai, mais fais attention quand même. Surtout qu'on est en 2017, beaucoup avaient voté Macron, mine de rien à l'époque. J'ai dit, voilà, beaucoup de profs sont de gauche, ils ne sont pas tous marxistes pour autant. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est assez marrant, mais oui, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette formation. On a l'impression que, moi, j'ai beaucoup défendu le populisme de gauche, et je pense que dans le populisme tel que l'a défini Christopher Lasch, il y a des choses intéressantes. Dès qu'il a été fait par Mélenchon, comme application de Chantal Mouffe, elle-même plus intéressante que Mélenchon, mais moins que Christopher Lasch, c'est un attrape-tout. En fait, c'est une pensée qui va essayer d'attraper toutes les colères, etc., qui a vraiment... Finalement, j'ai compris toutes les faiblesses du truc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de pas structuré, etc. Et je pense que, oui, il y a un problème, et quand le vieux va mourir, je me demande qui va... comment va s'organiser sa succession. Surtout que le vieux, comme tu dis, il peut à nouveau changer de posture. Quand j'ai lu, c'est affectif, en référence à... Non, mais bien sûr, à Trotsky, exactement. Bien sûr, mais il peut également changer de ligne. Bien sûr, il l'a fait déjà. Donc faire une campagne présidentielle la prochaine fois, complètement union de la gauche, Mitterrand, République, etc., etc. Et laisser tomber complètement tout le fatras décolonial.
et ses copains d'aujourd'hui. C'est ça. Il y a les lois. Je n'y crois pas. Il y a les lois. Je Ouais. crois pas. Je crois qu'il est maintenant Le faire retour, des... Oui, je pense que... oui. J'y crois On- pas. Alors, C'est une hypothèse. J'y crois Elle pas, est mais pas- c'est vrai que... Alors, c'est effectivement... Moi non plus, j'y Il crois l'a pas, déjà mais ça reste fait, une hein. possibilité dans le sens où c'est quelqu'un qui est capable de changer de ligne, quoi, qui a changé de ligne. Plus personne ne prend au sérieux. Oui. Puis surtout, en fait, maintenant, la base qu'il a, en fait, on ne le tuera plus, quoi. Oui, Le c'est problème, clair, c'est que qu'il est- Mélenchon, il a promu toute une jeune garde, entre Bien sûr. guillemets, qui lui est acquise idéologiquement, qu'il ne contestera pas, sinon ils se font jeter comme des malpropres. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est que Mélenchon... Un nouveau virage. C'est Bah, lui qui est purgé. En fait, ce qui est Qui est intéressant... possible, mais improbable. Ce qui est intéressant avec Mélenchon, c'est qu'il a eu une génération de militants qu'il a suivis depuis longtemps, qui étaient des quadras, quinquas, enfin devenus des quinquas, etc., dont le fils spirituel était Lapierre, de Lapierre, pardon, de Lapierre, donc le défunt mari de Charlotte Girard, et donc on avait l'héritier qui est mort, bon voilà, on a le storytelling. Ensuite, on a eu tous les disciples qui ont été purgés ou mis de côté. Charles Girard n'a pas été viré, mais elle a quand même été mise de côté après avoir écrit une grosse partie du programme de 2017. Kuzma a été purgé, puis Corbière, puis Garrido, et que c'est François Coq sur un tweet. Comment? De Nicolas. était- Oui, bien sûr, de Nicolin, dont je me souviens d'une interview, il disait que c'était son philosophe vivant préféré. Depuis, il dit que c'est un fasciste. Enfin voilà, c'est Même Peña Ruiz. Pénua Ruiz, effectivement. Ce qui est, voilà, même, ce qui est marrant, c'est que Coquerel n'a pas été purgé, mais il a été dégagé de l'organigramme des responsables. C'est-à-dire que, en même moment, quand Mélenchon avait sorti son organigramme de la France Insoumise, il n'y avait plus Coquerel, comme il n'y avait plus Corbière et Garrido. Alors, Corbière et Garrido, eux, se sont plaints d'avoir été dégagés de l'organigramme. Ils ont été dégagés tout court, mais même Coquerel a disparu de l'organigramme, hein. Finalement, les seuls quarantenaires de son organigramme, c'est Chikirou et Bompard. Et effectivement, il a fait place aux jeunes. Et quand il va mourir, je me demande qui va être l'héritier. Est-ce que c'est Mathilde Panot? C'est pas très sérieux. Est-ce que ça va être Rima Hassan? Est-ce qu'on peut avoir une leader? Ouais, et puis est-ce qu'on peut avoir une leader politique qui n'a qu'un seul sujet, qui est un sujet de politique internationale? Quoi qu'on pense sur le sujet, voilà, elle n'a que Gaza, c'est quand même limité. Est-ce que ça va être quelqu'un comme David Guiraud qui est qui est le plus indigéniste, on va dire, d'entre eux, d'ailleurs proche de Rima Hassan. Enfin, voilà. Et puis effectivement, il y a eu l'autre héritier qui était Quatennens, voilà, où ça a mal tourné pour l'histoire de Gif. Tous ces héritiers seront probablement ni à Dieu ni à diable. Mais alors, il faut savoir, je dis ça parce que Mélenchon, en fait, il faut savoir, c'est un catholique. Athée. C'est un catholique. Qui a pour prénom deux évangélistes. Mais jeune, il a travaillé dans un journal catholique, Mélenchon. Ah, c'est possible, Si, si. genre TC. Ouais. Peut-être TC. Bon, je crois que c'est genre la Croix Jurassienne, un truc comme ça. Ah oui, alors ça, je connais pas. C'était vraiment un petit journal catho. Chers amis, on va Merci. terminer On va sur couper cette sur ces évocation confidences. inattendue de Jean-Luc Mélenchon en remerciant Kevin. Merci. Qui a été J'espère brillant, qui a, vraiment. comme d'habitude, Si, été si. brillant. Gentil. J'espère Sans que faire de tu Z, reviendras pour ton prochain livre. Voilà. Possiblement. Merci. À De très rien. bientôt. À très bientôt.